Merci à Émile Mallet de m'avoir invité à ces conférences qui sont toujours passionnantes. Et merci Bernard qui, comme d'habitude, a fait une présentation extrêmement stimulante. Voilà, moi je voudrais un peu replacer le nucléaire dans l'ensemble des énergies et partir des problèmes de réchauffement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a réchauffement climatique et que celui-ci est lié à l'émission de gaz à effet de serre, dont le principal est le gaz carbonique. Pour éviter que notre planète se réchauffe à plus de 1,5 degré ou 2 degrés à l'horizon 2050, vous vous rappelez tous qu'il y a eu la COP 21 à Paris il y a un peu plus de 5 ans, et que tous les pays du monde se sont engagés à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre de moins 40% d'ici 2050 et ensuite d'être très sobre en émissions de gaz à effet de serre. Donc tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut décarboner notre économie. Alors comment y arriver? Bien sûr, d'abord en essayant d'être sobre dans sa consommation, notamment d'énergie. Je crois, comme ça a été dit, que l'électricité est le grand vecteur de décarbonation, puisqu'on peut, en multipliant les usages de l'électricité, je dirais, décarboner des secteurs qui ne le sont pas. Alors d'abord, tout le monde le sait, certains usages sont spécifiques à l'électricité. Bon, aujourd'hui, l'éclairage qui a fait des progrès absolument considérables en termes de consommation d'énergie. On consomme 90% de moins avec les LED qu'avec les lampes à incandescence. Certains usages sont spécifiques et un usage qui se développe beaucoup, vous le savez, c'est tout ce qui est lié au numérique. Bien sûr, pas tant la batterie de nos téléphones portables, mais les centres de données sur lesquels il y a aussi de gros efforts de maîtrise de l'énergie. Mais au-delà de ça, l'électricité est un des grands vecteurs de décarbonisation de notre électricité, puisqu'on voit qu'elle va conquérir progressivement le domaine du transport, en tout cas du transport individuel. Elle est déjà bien sûr très, très importante dans le transport collectif avec les trains, mais le transport individuel, et on voit qu'en 2020, eh bien, le pourcentage de croissance de la vente de véhicules électriques a été très significatif bien sûr, dans une perspective, dans une situation de crise. Donc, la mobilité électrique, aussi d'autres usages, on voit bien que aujourd'hui, tout ce qui est usage domestique, l'électricité prend de plus en plus de place. Je ne vais pas revenir sur la RE 2020, qui est la réglementation technique du bâtiment, qui à juste titre, contrairement au précédent, c'est-à-dire à la RE 2012, remet l'électricité en bonne place. Et nos amis gaziers ne sont pas contents, mais quand même, quand on fait le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est évident qu'en France, l'électricité est décarbonée et que pour le chauffage, par exemple, et bien sûr tous les autres usages domestiques, c'est vers l'électricité qu'il faut se tourner. Donc ça, c'est tout à fait clair. Il y a un deuxième vecteur, puisque l'électricité est un vecteur énergétique, ce n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie secondaire. Il y a un deuxième vecteur énergétique qui sera extrêmement important, c'est l'hydrogène. Bien sûr, il faut faire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Alors, aujourd'hui, l'hydrogène est fabriqué essentiellement à partir de réformage du méthane, de gaz, parfois à partir de charbon, et ceci émet beaucoup de CO2. Ça émet autant de CO2 aujourd'hui que toutes les émissions de CO2 liées au transport mondial. Donc, c'est considérable. Donc, faire de l'hydrogène, continuer à faire de l'hydrogène qu'on appelle gris, c'est au contraire polluer notre planète. Donc, il faut faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène à partir d'électrolyse. Et bien sûr, l'électricité qui va être utilisée doit être une électricité décarbonée. Et vous avez vu que des pays comme la France et l'Allemagne ont décidé de consacrer de très gros investissements à l'hydrogène, 7 milliards pour la France, 9 milliards pour l'Allemagne. C'est très important. Et ils ont une ambition européenne très importante qui est de faire entre 40 000 mégawatts ou 2 fois 40 000 mégawatts d'hydrogène vert dans les 5 ans qui viennent.
c'est beaucoup, hein, 40 000 mégawatts, c'est 40 réacteurs nucléaires, hein, donc 80 000 mégawatts, c'est 80. Hein. Et ça veut dire qu'il faut que l'Europe ait suffisamment d'électricité décarbonée pour faire de l'hydrogène vert. Et je crois que ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas arrêter les réacteurs nucléaires qui existent et qui sont sûrs. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut continuer de construire des sources d'électricité décarbonée, je reviens dessus tout à l'heure, pour avoir suffisamment d'électricité décarbonée pour fabriquer cet hydrogène vert. Bien sûr, il y a aussi un autre challenge, un autre objectif qui est de baisser le coût de l'hydrogène vert, mais je ne vais pas revenir dessus maintenant. Il y a des projets aussi qui consistent à fabriquer de l'hydrogène dans des pays très ensoleillés comme le sud de l'Espagne, le Maroc, et transporter cet hydrogène vers l'Europe. Mais si l'Europe pouvait avoir assez d'hydrogène vert en son territoire, ben, pour une fois, je dirais, l'Europe aurait sa propre souveraineté qu'elle a perdue dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Donc, bien sûr, alors vous avez dit, on va faire des énergies renouvelables. Et il faut en faire, je pense qu'il ne faut pas opposer énergie nucléaire et énergie renouvelable. Il faut réfléchir en mix électrique, mix énergétique, en alliant les deux. Alors, les énergies renouvelables, Bernard l'a mentionné, que ce soit le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre et l'éolien maritime, ont vu leur coût baisser de manière très, très, très spectaculaire ces dernières années. L'éolien a baissé de 8% par an pendant presque 10 ans, le solaire encore plus, de 18% par an. Alors, vous savez aussi que ces énergies sont ce qu'on appelle intermittentes, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, ben, il n'y a pas d'énergie solaire, et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Donc, c'est des énergies qui sont, si vous voulez, on ne peut pas compter dessus pour alimenter en électricité le réseau. Et vous savez aussi tout à fait que le réseau électrique, il faut l'équilibrer à chaque instant entre la demande, qui est variable, et la production d'électricité. Donc, aujourd'hui, et quoi qu'on dise, moi je suis persuadée qu'on ne peut pas gérer un grand réseau électrique avec que du renouvelable de flux. Hein. Évidemment, l'hydraulique barrage, lui, est un renouvelable, mais vous pouvez compter dessus. C'est-à-dire qu'on peut turbiner l'électricité quand on en a besoin. Donc, il faut allier à ces énergies intermittentes une énergie qu'on appelle programmable. Je fais un petit raccourci, on appuie sur le bouton de la centrale et elle fonctionne, hein, ce qui n'est pas le cas pour les renouvelables. On a eu ce rapport du RTE qui a été déformé, et la presse s'est dit on peut gérer un réseau avec que du renouvelable. D'ailleurs, il ne précisait pas trop si c'était un renouvelable de flux comme le solaire ou l'éolien, un renouvelable de stock comme l'hydraulique. Et puis après, vous aviez une quinzaine de pages pour vous expliquer toutes les conditions très difficiles à obtenir pour que ce soit possible. Donc, en fait, c'était purement médiatique, à mon avis, et pas très technique. Voilà, donc aujourd'hui, il faut avoir de l'énergie programmable, il faut avoir du stockage. Les batteries, bien sûr, ont des coûts qui baissent, et c'est tiré beaucoup par le véhicule électrique. Bernard connaît ça très, très bien. Et qui baissent de manière spectaculaire. N'empêche qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas stocker des quantités importantes d'électricité avec les batteries. Il vous faudrait des tonnes de batteries par foyer pour faire ça. Donc, vous pouvez stocker quelques heures d'électricité. Donc, il faut associer à ces énergies renouvelables qui ont toute leur place, hein, je dirais, une énergie programmable et du stockage. Le stockage aujourd'hui est un stockage essentiellement hydraulique, c'est dans les steppes, les barrages à 2 étages, on peut stocker de l'électricité. Demain, on pourra stocker aussi de l'électricité sous forme d'hydrogène qu'on produira quand on a de l'électricité décarbonée et qu'on pourra stocker et reconvertir en électricité quand on en aura besoin. Voilà, donc ceci m'amène à dire que le mix électrique, c'est un mix avec du renouvelable et avec des électricités, des sources d'électricité décarbonées programmables. Et quand on fait ce raisonnement, ben, on arrive à la source d'électricité programmable aujourd'hui qui est le nucléaire. Donc, il faut maintenir le nucléaire, il faut maintenir le nucléaire existant et ne pas l'arrêter comme l'Allemagne le fait, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Je dirais aussi que
j'avais des doutes sur l'arrêt de Fessenheim. Bon, déjà c'est fait, on va pas revenir dessus. Donc il ne faut pas arrêter des réacteurs nucléaires qui fonctionnent. Et on sait qu'en France, par exemple, et dans les pays occidentaux, hein, eh bien, on a des autorités de sûreté qui sont extrêmement rigoureuses. Donc si l'autorité de sûreté permet aux réacteurs, moyennant souvent quand même des travaux, hein, de continuer, eh bien, il faut lui faire confiance et ne pas rajouter là-dessus des injonctions politiques qui, je dirais, sont d'un point de vue, dans le cas précis, économique et écologique, pas compréhensibles. Voilà. Donc, je dirais que donc, non seulement il ne faut pas arrêter les réacteurs nucléaires qui fonctionnent, il faut aussi se préparer, et EDF se prépare à renouveler le parc existant. Il faudra commencer à réfléchir très sérieusement à le renouveler. Donc, c'est ce qu'on appelle le projet EPR2. Et puis, il faut aussi continuer à faire vivre l'industrie nucléaire. Bernard l'a un peu illustré. Et pour cela, ben, je dirais que d'une certaine manière, il faut des projets relais. Eh bien, vous savez que la France construit en Grande-Bretagne les 2 réacteurs d'Hinkley Point C, qui sont 2 EPR. Et on a des projets de construire aussi Sizewell, des réacteurs sur Sizewell. Au moins, il y a d'autres projets en Angleterre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ceci permet pendant ce temps, de continuer à faire vivre l'industrie nucléaire française, et non seulement la faire vivre, mais, comme Bernard l'a dit, conserver son caractère innovant et de technologie de pointe. Voilà, j'en ai presque terminé. Je crois que ce colloque est important parce que ça permet, je dirais, de s'exprimer, de dialoguer sur ce sujet. C'est important vis-à-vis du monde de l'entreprise et du monde politique. Il n'y a pas que ça, il y a les jeunes, et il est très important que les jeunes aient une vision objective du sujet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les enseignants sont très souvent anti-nucléaires ou sceptiques, au moins sur le nucléaire. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai amené mes 2 petites filles, il y a 2 ans, elles sont adolescentes, visiter une centrale nucléaire, c'était Cruas. Et bien maintenant, si quelqu'un ose devant elle dire qu'il y a des fumées qui sortent des centrales nucléaires, et bien, il a droit à un discours d'1 quart d'heure pour dire que c'est de la vapeur d'eau, que le nucléaire c'est sûr, etc., etc. Donc, quand on leur amène une vision et une explication objective, eh bien, les jeunes sont prêts à comprendre. Mais il y a un effort important à faire sur ce sujet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup et puis je suis prête à répondre à vos questions.